On va voir si la télédétection permet une actualisation annuelle de ces informations relatives aux surfaces irriguées et donc de l'occupation du sol. Et donc, je vais proposer aux deux intervenants de tout à l'heure, Gilles Belot et Dominique Coureau, de me rejoindre pour nous présenter donc les potentiels de la télédétection par rapport au sujet du jour. Peut-être juste pour démarrer, un rappel de définition sur télédétection, qu'on soit sûr de partager le même vocabulaire. D'accord. Alors, télédétection, c'est observation à distance. Et je vais rappeler dans une première diapositive un petit peu quelques bases pour certains qui sont peut-être moins familiers avec ces données. Alors, tout d'abord, je voulais juste préciser que cette présentation que je vais faire ici, elle résulte de participation, de contribution de nombreux partenaires qui sont associés en particulier dans un projet qui s'appelle JO, qui est financé par le métaprogramme Climae de l'INRAE, qui est un projet de consortium qui regroupe la plupart des laboratoires qui utilisent des données de télédétection et en particulier qui ont l'objectif de faire une synthèse finalement sur ce que la télédétection peut apporter pour la gestion de l'eau. Donc je vais faire un balayage assez rapide des possibilités apportées par ces données et puis Gilles va conclure finalement sur la synthèse qu'on peut faire et je lui redonnerai donc la parole en fin de présentation. Donc je vais suivre un plan justement pour balayer rapidement ce que c'est que la télédétection pour le suivi des agrosystèmes, ce que l'on obtient comme information, ce que le satellite voit. Donc c'est des observations quantifiées. Et il y a aussi une certaine part d'incertitude, on verra, sur les données pour informer sur l'occupation de surface, la dynamique de la végétation qui sont évidemment liées à la consommation en eau. On verra si on peut détecter les surfaces irriguées par télédétection. Est-ce qu'on peut aussi aller plus loin pour détecter des événements d'irrigation, donc les dates d'irrigation et les doses d'irrigation. Et puis, Gilles conclura sur les attentes qui sont exprimées par les gestionnaires, hein, le bilan que l'on peut faire sur ce qui est opérationnel et ce qui est encore de l'ordre de la recherche, en vous présentant quelques perspectives. Alors, on l'a vu tout au cours de la matinée, l'enjeu principal, c'est de savoir comment aider les territoires à s'adapter à des situations de ressources en eau qui se dégradent, des actualités encore, même le 8 septembre, qui sont sur certains départements préoccupantes. On a vu le niveau des nappes en début juin, avant les grosses saisons d'irrigation sur certaines régions qui étaient déjà très basses au niveau des nappes en rouge. Et donc, pour ceci, pour y répondre, on a besoin d'identifier en premier lieu les cultures qui vont être irriguées, les modifications des pratiques culturales, de suivre le niveau des cultures et le développement des cultures pour apporter l'eau au bon moment, et puis détecter des stress hydriques, avoir donc finalement des indicateurs qui soient spatialisés de l'évolution de ces agrosystèmes. Alors, la télédétection, elle représente un bon outil pour avoir un suivi sur ces agrosystèmes parce qu'elle va permettre de cartographier donc, des grandes surfaces, détecter des changements avec une revisite dans le temps importante, donc de suivre les dynamiques des couverts, les stress et combiner à des modèles, on le verra, d'estimer et d'informer sur ces ressources. Alors, quelques informations justement sur la télédétection, ce que le principe... Mais en fait, on va avoir un rayonnement qui va être émis par les surfaces et qui va être différent suivant les domaines de longueur d'onde, qui va être récupéré au niveau de satellites ou de différentes plateformes aéroportées. Donc on parle souvent de proxy télédétection quand c'est des capteurs qui sont sur des drones, sur des avions, voire sur des tracteurs embarqués, et qui vont donner des informations différentes suivant le domaine, qui vont permettre d'informer. Donc, dans le visible et le proche infrarouge, eh bien, on a des informations plutôt sur la structure de la végétation. On parle souvent d'indice foliaire, de LAI, on a des informations sur la teneur en chlorophylle. Dans le domaine thermique, on a des informations sur l'évapotranspiration, la consommation en eau des cultures, le contenu en eau du sol. Et puis, dans le domaine des micro-ondes, on associe souvent ce domaine pour avoir des informations sur la quantité d'eau dans le sol dans les premiers centimètres, jusqu'à 5 cm, on estime, la quantité de biomasse et aussi un signal qui est sensible à la rugosité de la surface. Donc on a ces informations qui sont répétées dans le temps et qu'on va traiter et qui vont permettre d'avoir des cartographies que l'on va pouvoir livrer à différents gestionnaires.
Alors, le bilan hydrique et les observables satellitaires, à présent, on a énormément de satellites qui donnent des informations donc, sur différentes composantes du bilan hydrique. Alors, tout ce qui est stock de surface et stock profond, c'est plutôt, je dirais, dans des domaines de micro-ondes passives ou actives avec des résolutions plutôt variables grossières. On va s'intéresser plus ici, dans le cadre de cet exposé, à des informations qui sont plus liées à l'agriculture, à l'évapotranspiration, donc à la consommation en eau des cultures, avec en particulier les satellites qui viennent du programme Copernicus, Sentinelle-1 et Sentinelle-2, qui permettent de délivrer des images tous les 3 jours, à 10 mètres de résolution, 3 jours à 6 jours, suivant les secteurs, dans le domaine donc optique, proche infrarouge et moyenne infrarouge. Et puis on parlera aussi des données thermiques qui vont venir et qui vont nous informer sur ces données d'évapotranspiration. Alors, une des premières variables dont on a parlé, qui est forcément importante à connaître, c'est la cartographie de l'occupation des sols. De connaître les cultures, il faut savoir qu'à présent, il y a une plateforme ETEA qui est ouverte à tous, qui permet donc de délivrer des cartes à l'échelle de la France tous les ans, en format raster et en format vecteur pour les départements, où on distingue depuis 2016, elle utilise des données Sentinelle, entre autres. Il y avait 17 classes qui étaient identifiées. Maintenant, elle s'est enrichie jusqu'à 23 classes. Elle distingue des cultures d'été, des cultures de printemps. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent ici. Une des observations que l'on a faites, c'est que c'était une donnée qui était encore peu utilisée finalement. Alors, une des raisons qui peut expliquer ce fait, bien qu'elle soit accessible et gratuite, c'est qu'elle est fournie souvent au printemps suivant. Donc, il y a le projet avec le CNES notamment qui finance des projets pour essayer de produire des cartes temporelles, en fait, voire trois cartes à l'année pour avoir très rapidement l'occupation de surface sur l'ensemble du territoire. Une autre façon aussi d'améliorer cette carte, eh c'est d'enrichir sa nomenclature, donc d'aller plus précisément dans les classes qui sont proposées, et notamment d'identifier les cultures associées. Alors pour l'instant, il n'y a pas de produits qui sont délivrés de façon opérationnelle, mais il y a eu des premiers travaux qui ont été faits au CSBio, qui ont produit des cartographies de ces intercultures avec la société Kermap. Donc les algorithmes existent et sont opérationnels et ensuite, voilà, il faut les mettre à disposition. Et donc je voulais signaler pour ça un appel d'offres qui a été ouvert cette année par BPI avec le CNES dans le cadre de France 2030, pardon. Et qui en fait propose des services. En fait, donc ce projet, c'est de proposer et de sélectionner des entreprises qui vont développer des algorithmes développés en particulier par la recherche et qui vont produire des services à l'échelle de la France pour cartographier les zones irriguées et aussi les cultures et notamment les périodes d'interculture. Donc ça, c'est sur des projets d'une durée de 3 ans. On imagine que Alizé, qui nous a présenté son offre tout à l'heure, va répondre. Voilà. Alors là, il y a plusieurs startups qui se sont positionnées, associées avec des laboratoires de recherche. Les sorties de cet appel d'offres ne sont pas encore connues enfin, je ne pense pas encore. En tout cas, l'objectif visé, c'est à l'échelle de la France. Alors, une fois qu'on a ces cultures, évidemment, il faut connaître leur développement pour pouvoir apporter l'eau au bon moment. Alors, quand la végétation augmente, les besoins en eau augmentent, l'évapotranspiration va augmenter. Et grâce aux images Sentinelle, ici, c'est une illustration. On peut suivre, en fait, relativement bien, par combinaison des bandes spectrales dans le vert, le rouge et le proche infrarouge. Ici, vous avez un exemple sur une exploitation de riz en Camargue, où on peut suivre différentes parcelles avec un indice qui reproduit le développement foliaire, l'indice foliaire LAI, et on peut déterminer des variétés qui sont plus précoces, de zones plus tardives, et ensuite, évidemment, ajuster les pratiques agricoles en fonction de ce développement. Alors, ces algorithmes qui vont calculer ces variables sont opérationnels, sont disponibles sur des logiciels libres et vont fournir des cartes à partir de 2024 sur, pareil, l'ensemble de la France. Alors, pour le moment, donc, ces cartes ne sont pas encore disponibles à fine échelle, même si les algorithmes sont ouverts. Les cartes existent à large échelle, à l'échelle de la France. On peut avoir des estimations de l'ordre du kilomètre de cette évolution de la végétation.
Et ces informations, elles sont utiles, et en particulier dans des modèles qui vont estimer l'évapotranspiration, notamment au CESBio. Il y a des modèles qui utilisent cette évolution temporelle de la végétation pour calculer un coefficient cultural qui va permettre d'estimer l'évapotranspiration sur différents territoires. Alors, ce type de modèle, en fait, a été la base d'un outil d'aide à la décision qui a été appelé SATIR, qui utilise en fait différents types de données d'images optiques proches infrarouges pour dériver ces coefficients culturaux. L'avantage, c'est que l'on peut suivre à la fois l'évolution de la végétation et aussi prévoir pour les jours à venir l'irrigation. Donc ça a été un outil d'aide à la décision qui a été testé au Maroc en collaboration avec des acteurs du territoire, et qui a montré les performances de cet outil par rapport à des conditions de gestion standard. Après, il y a toute la question de l'appropriation de cet outil qui se pose. Et c'est un outil qui a été transféré à des entreprises privées pour les commercialiser, notamment Terranis, qui a transformé l'outil qui s'appelle Wago, et à une entreprise de Montpellier, Itumba. Alors, un autre produit qui est disponible et qui intéresse et qui permet de suivre les stress hydriques et du coup aussi permettre de moduler l'irrigation, ce sont des cartes qui sont élaborées donc, à partir des images Sentinel-1 avec radar et les données optiques Sentinel-2. Ce sont des cartes d'humidité qui sont faites tous les 6 jours à partir d'un algorithme développé à l'UMR-TETIS, aussi en collaboration avec le CESBio. Alors, un certain nombre de tuiles, de zones en France se sont couvertes, donnent des informations à l'échelle parcellaire. Alors, ce ne sont que les parcelles qui sont déclarées au RPG, donc toutes les parcelles ne sont pas déclarées. L'algorithme ne tourne pas non plus sur les vignes et les vergers, et est aussi limité pour des couverts qui sont très développés avec des végétations qui sont avec des indices de végétation supérieurs à 0,7. Malgré tout, c'est une information qui est intéressante, qui a été validée sur un certain nombre de cultures, de prairies irriguées, de blé, de maïs en Occitanie, dans différentes régions, qui donne des résultats satisfaisants sur les 5 premiers centimètres, et qui peut permettre d'identifier des stress. On est en train de les évaluer actuellement sur le Vaucluse, sur des plus petits parcellaires, où ici, je vous ai représenté la corrélation entre les observations d'humidité qui sont prédites à l'échelle de la parcelle par ces produits TEIA et les humidités mesurées. Sur différents types de parcelles, on voit qu'en fait, pour certaines parcelles, on a des très bonnes corrélations, pour d'autres, en orange, un petit peu moins, qui sont dus à différents facteurs à prendre en compte, à la fois le développement du couvert, des effets de pente. Donc, il y a des configurations qui sont aussi, qui peuvent limiter l'utilisation de ce type de produit, mais c'est un produit déjà qui est disponible et ouvert à tous. Alors, ce produit, on verra qu'il va servir pour cartographier les surfaces irriguées qui nous intéressent ici. Et ici, il y a différentes méthodes pour cartographier ces surfaces. Donc, à la fois des approches semi-supervisées, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le moins possible de données à acquérir sur le terrain, et puis des approches supervisées qui demandent par contre des observations d'apprentissage. Et donc, ces méthodes, elles ont été mises et comparées sur un exemple lors d'un projet qui a été mené sur le bassin de la Durance, donc coordonné dans le projet LIFE-O par le syndicat mixte d'aménagement de la Durance. Donc je pense qu'il y a au moins les 2 principaux acteurs. Je vois Pascal Desmoulins et Kofi donc j'ai repris les résultats, et c'est un bel exemple d'application de la télédétection où il y a eu une comparaison de 2 méthodes. Donc une première méthode qui utilise que des données de Sentinel-1, Sentinel-2, des données dont je viens de présenter d'humidité de surface des premiers centimètres et d'indice de végétation et des données de pluie. Alors, on ne considère pas ici, du coup, les vignes et les vergers. Et on a pu produire, en fait, par cette méthode, donc distinguer les zones irriguées des zones non irriguées sur l'ensemble de la vallée de la Durance, sur les différents secteurs, pour différentes années. Et vous voyez ici les performances de précision globale qui sont relativement élevées globalement. On est en 2020 à 91%, 85% de précision. Les performances, elles peuvent varier d'une année sur l'autre. Si on a une année plus humide, on va avoir finalement peut-être plus de mal à distinguer certains couverts ou certains parcelles irriguées au goutte à goutte qui peuvent apparaître aussi plus ou moins bien simulées.
Alors cette méthode a été comparée à une autre méthode développée au CESBio qui repose sur un algorithme IOTA 2 qui dérive finalement de celui utilisé pour faire la carte d'occupation de surface. Cette fois-ci, on considère des images à la fois Sentinel-1 et Sentinel-2, différents indices de forme, et aussi, surtout, un grand nombre de données in situ d'apprentissage et qui vont servir pour l'apprentissage et pour la validation. Et vous voyez ici les performances pour les 2 années. Donc ici, on a tous les couverts, toutes les cultures sont distinguées, y compris les vignes et les vergers. Il y a 17 classes qui ont été retenues sur le bassin de la Durance. Et vous voyez les performances pour les 2 années qui sont relativement élevées suivant les différents secteurs du bassin de la Durance. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a eu un énorme travail de collecte des données sur les terrains avec plus de 1889 observations qui ont été divisées en partie validation et apprentissage. Alors, cette méthode, elle a été aussi utilisée sur le sud-ouest de la France dans des travaux avec le CESBio. Et on peut l'implémenter en cours d'année. Et elle a été évaluée pour estimer la précision du maïs, du tournesol. Et on voit que plus, évidemment, on avance dans la saison, vous avez les barres qui montrent la précision qui augmente en cours de saison, suivant les mois. Plus on ajoute des informations, plus la précision de cette distinction irriguée, pas irriguée va augmenter pour les différents couverts entre le tournesol, le maïs, les principales cultures du sud-ouest. Et donc cet algorithme, il a été transféré pour une commercialisation avec la société MEOS en collaboration avec le CESBio pour finalement délivrer un service opérationnel de cartographie de ces zones irriguées. Alors, une autre méthode que je voulais signaler, qui était développée à l'UMR Avignon, repose sur aussi une méthode semi-supervisée, c'est-à-dire qui requiert très peu de données sur le terrain et qui repose sur une analyse temporelle en fait, du signal. Ça a été appliqué sur la CRO, en particulier pour cartographier les prairies irriguées en CRO, et qui sont très caractéristiques avec 3 coupes dans l'année. Et donc, on voit le signal qui chute au niveau de l'indice folaire, le LAI. Et à partir de la détection de ces points caractéristiques, on peut cartographier par une méthode de random forest les prairies avec une précision de 99%. Une fois que cet apprentissage est fait, en fait sur quelques parcelles, en fait, on n'a plus besoin d'acquérir des données, on peut l'appliquer sur plusieurs années et la performance est assez élevée sur toutes les années. Alors, ce sont des méthodes qui sont relativement, performantes sur certains couverts, mais qui, en revanche, finalement, posent encore des problèmes sur des couverts hétérogènes comme les vignobles ou les vergers, où là, on voit encore des travaux de recherche en cours. On n'a pas encore vraiment une méthode opérationnelle qui permette d'obtenir, finalement, de distinguer très bien les vergers, les différents types de vergers irrigués, suivant le mode d'irrigation et les différentes vignes irriguées suivant leur pratique, avec enherbement ou pas enherbé et suivant le type d'irrigation ou pas. Il y a des méthodes qui sont actuellement évaluées, mais il n'y a pas encore de méthode vraiment clairement opérationnelle très performante. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin une fois qu'on a détecté ces surfaces irriguées et détecter des événements sur les doses d'irrigation? Donc là, clairement, on n'est plus dans un domaine opérationnel, on est plutôt dans le stade recherche. Il y a plusieurs thèses qui ont été développées à la fois à l'UMR Tétis, au CESBio et actuellement aussi sur les vergers à Avignon. Une thèse de Hassan Bazi à Tétis qui utilise principalement des données d'humidité, de pluie et de données sentinelles. Alors, je vais passer rapidement dessus pour passer à une méthode qui est actuellement aussi développée à l'UMR Tétis en collaboration avec l'UMR Géo, finalement qui repose sur le couplage de modèles et de données de télédétection. Donc l'idée finalement ici, c'est qu'on utilise un modèle de culture qui va simuler la même variable qu'observe le satellite. Ici, en l'occurrence, c'est l'indice folaire, le LAI.
Donc, on a une observation sur la culture et le modèle, finalement, va faire plusieurs simulations en considérant différentes dates et de doses d'irrigation. Il va simuler à ce moment-là l'évolution de ce LAI pour ces différents couples dates et doses, jusqu'à ce qu'il y ait une concordance pour estimer finalement les événements d'irrigation et les quantités apportées. Donc, ça a été une approche qui a été développée en particulier avec les travaux de Mohamed Hams, à la fois en considérant que des données Sentinel-2, donc que des données optiques avec l'indice foliaire, et puis à la fois en considérant les produits humidité qui dérivent des données radar et des données optiques. Alors, ça a été testé sur 2 sites, Montpellier et Tarbes, avec du maïs. Et vous voyez ici un résultat qui montre les simulations qui ont été faites en jaune, comparées aux observations d'irrigation, ce sont les barres en grise, sur différents sites. Donc on voit que sur le site de Montpellier, on arrive globalement bien à reproduire les différents épisodes d'irrigation avec des volumes qui s'approchent globalement des observations. Sur Tarbes, les volumes sont plutôt moins bien estimés par rapport à ce qui est observé. Alors, il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ces observations, à la fois parce que la région de Tarbes, c'est une zone qui est aussi plus pluvieuse, qui reçoit plus d'eau que sur Montpellier. Et en l'occurrence, les observations qui étaient faites sur ces parcelles-là, finalement, le modèle optimise une pratique d'irrigation et l'agriculteur ne suit pas forcément des pratiques optimisées. Donc, on peut avoir des observations, évidemment, entre le modèle et ce que l'on observe. Alors, un autre point sur les promesses maintenant des nouveaux capteurs, ce qu'on peut attendre à l'avenir et qui va un futur assez proche, notamment dans le domaine du thermique. Alors, un petit rappel sur ce que peut nous donner comme information le thermique. Ici, vous avez une image donc d'un capteur thermique aéroporté qui a été pris sur l'accro, où on voit directement l'effet de l'irrigation sur la température de surface. On voit le pivot d'irrigation qui fait diminuer la température sur une parcelle de maïs. On voit aussi clairement l'effet de l'irrigation gravitaire sur une parcelle irriguée où on ouvre la martelière et l'eau se répand, et un effet immédiat sur un refroidissement. Donc cette température de surface, eh bien, on l'utilise de façon combinée avec des données optiques, avec des modèles. En fait, il y a des algorithmes qui reposent sur du bilan d'énergie pour estimer des cartes d'évapotranspiration, donc de consommation en eau. C'est appliqué sur différentes régions, notamment sur l'Accro-Camargue. Alors, l'intérêt ici, c'est une chaîne qui a été développée, qui est opérationnelle. C'est un peu le même principe qu'a présenté Eric Sauquet, c'est qu'on va considérer plusieurs algorithmes ici. Donc, c'est plusieurs modèles qui vont être utilisés pour estimer chacune des variables qui va intervenir pour élaborer ces cartes d'évapotranspiration. Et donc, on a l'intérêt d'une carte de consommation en eau et une carte d'incertitude associée. Donc ça, ce produit-là, il va être appliqué à un futur satellite qui va être lancé en 2025, qui s'appelle Trishna, et qui va représenter, je pense, une vraie révolution pour les gestionnaires en eau, parce que on doit avoir des cartes en même temps que le lancement de ce satellite, qui est une mission franco-indienne, une couverture tous les 3 jours, avec une résolution de l'ordre de 50 mètres, entre 50 et 60 mètres. Eh bien, on va avoir des cartes d'évapotranspiration sur l'ensemble du territoire avec une fine résolution à la fois spatiale et temporelle. Donc, en fait, on aura vraiment une estimation de ce que consomment les plantes et pouvoir ajuster bien, les apports d'eau en fonction de ces données qui seront délivrées en même temps. Alors, juste pour signaler qu'il y a d'autres satellites aussi qui peuvent être utilisés en complément. Pléiade Neo, qui a des résolutions très fines, panchromatique 30 cm, en multispectral 1,5 m. Une constellation de mini-satellites à très haute résolution aussi 1 mètre, CO 3D. Donc tous ces satellites complémentaires, alors ce sont des satellites qui peuvent être, disons, accessibles à la recherche, qui peuvent être programmables sur des petits secteurs et qui sont accessibles par la plateforme Dynamis et qui peuvent apporter des informations plus fines. Alors je vais laisser la place à Gilles pour terminer ce panorama. Merci Dominique. Gilles, donc des petits compléments. Moi je retiens pendant que tu t'installes que, en gros, pour les surfaces irriguées, c'est opérationnel. Pour la question des volumes effectivement déployés, là, voilà, c'est plutôt encore au stade de la recherche.
Alors, bon, opérationnel, hein, on peut en discuter. Hein, c'est bon, voilà, on donne. Enfin, je vais essayer effectivement de faire une petite synthèse, et notamment pour rappeler que l'an dernier, hein, ici dans ce même espace, nous avons eu un séminaire dédié justement à l'observation des surfaces irriguées en particulier, hein, puisque le CNES, à travers le programme TEIA, a lancé un groupe, hein, donc animé par Valérie Desmarais, donc sur voilà, la caractérisation des surfaces irriguées par télédétection. Alors ça a été l'occasion d'inviter un certain nombre de gestionnaires, hein, d'utilisateurs de ces données, et puis aussi la communauté scientifique pour croiser justement pour inviter, hein, les gestionnaires à exprimer leurs besoins, et de façon à ce que derrière aussi la communauté scientifique s'organise pour fournir des services. Alors, bon, parmi les attentes, hein, qui ont été évoquées, bon, c'est celles, hein, qu'on a évoquées ce matin, par exemple, hein, sur déjà rien que la caractérisation des surfaces irriguées, avoir aussi des informations assez tôt dans la saison, donc ça interpelle notamment sur la mise à disposition de l'observation spatiale, et qui permettrait après de mieux suivre notamment les pratiques culturales, les stades phénologiques, et puis identifier les périodes de stress. Un point qu'on a un petit peu évoqué aujourd'hui, notamment Alice le disait, voilà, dans les exploitations, il y a aussi la question des retenues. Hein, c'est vrai qu'on a encore une retenue individuelle notamment. Les retenues individuelles, voilà, qui sont en général mal connues. Hein, donc il faut un recensement tous les 10 ans pour avoir cette information, et on sent bien que ces retenues, elles se développent beaucoup, hein, compte tenu de la demande en eau. Donc là, un réel besoin exprimé par les gestionnaires. Et puis, ont aussi été évoquées des questions comme le suivi des prélèvements, voire le contrôle, hein, pour être honnête. Alors bien sûr, tout ça pose la question, on y revient, à des incertitudes, hein, de la validité de ce qu'on peut produire. Donc c'est bien une demande qui a été aussi exprimée. Donc, résultat de tout ça, ça a été effectivement, Dominique l'a dit, hein, l'appel d'offres BPI, donc France 2030, qui vise à rendre un certain nombre de ces méthodes opérationnelles. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner, hein, d'ici quelques temps, quand les réponses, et surtout, hein, quand les équipes auront pu travailler sur la mise à disposition de ces informations. Alors, et Trishna, donc voilà, l'an dernier, on était un petit peu au début. Là, ça se précise, hein, il y a donc toute une équipe scientifique qui travaille dessus, justement pour évaluer, hein, le potentiel, hein, et qu'est-ce que ça pourrait changer, notamment sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, je vous invite, donc, sans en dire plus, à visualiser donc toutes les présentations qui ont été faites ici. Hein, donc, tout est accessible sur le site de TEIA, ainsi que sur le site de la chaire, où vous pouvez retrouver facilement les liens. Alors voilà, donc maintenant il faut conclure, hein. C'est vrai que j'ai commencé la matinée et il s'agit aussi de la terminer. Donc il y a des choses qui marchent, alors qu'on peut qualifier effectivement d'opérationnel, et qu'on invite aussi à utiliser, c'est tout ce qui est occupation du sol. Avec une mise à jour promise de 3 cartes par an. Et ça, ce sont vraiment des outils opérationnels, hein, que je pense on peut beaucoup plus utiliser, notamment pour caractériser les agrosystèmes. Alors, sur l'identification des surfaces irriguées, voilà, hein, les résultats sont, on va dire, très prometteurs, hein. Donc, il y a plein de choses qui marchent, en particulier sur les grandes cultures, et en particulier quand voilà, la signature spectrale de l'irrigation est très visible. Donc, voilà, tous les travaux qui ont été faits en Espagne ou dans le sud-ouest nous rendent très optimistes là-dessus. Alors attention, hein, on ne va pas avoir des précisions de 100%. Voilà, ça va bien être aussi une des limites des données de la télédétection. Hein, on pourra l'utiliser comme indicateur, mais certainement pas pour, par exemple, des aspects réglementaires. Alors dans les défis, hein, ça on l'a vu, hein, la vigne, c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes de ce point de vue-là, hein, à quel rythme se développe l'irrigation de la vigne. Aujourd'hui, on est incapable, hein, de fournir des outils qui vont pouvoir caractériser avec suffisamment de certitude, hein, cette évolution, donc à partir de la télédétection. Donc les équipes de recherche travaillent dessus. Un point qui avait aussi été, qu'on l'a un petit peu évoqué ce matin, mais tout ce qui est le sol, hein, c'est vrai que là on a beaucoup parlé d'irrigation, de culture, mais le sol, hein, on y revient, c'est un élément très important, alors notamment à travers la réserve utile,
Hein, donc, idéalement, on aimerait pouvoir caractériser la réserve utile des sols, notamment pour analyser, puis aussi pour faire de la prospective. Et il y a des choses qui sont faites là-dessus. Donc, voilà, travaux de recherche en cours, donc avec là aussi des approches de modélisation. Voilà, donc je vais conclure là-dessus et avec peut-être effectivement beaucoup d'espoir hein, sur le thermique avec Trishna. Ouais, merci beaucoup, Gilles. On retient effectivement, applaudissez-le, hein, bien sûr. Je retiens aussi, on en avait parlé, que la télédétection ne permet pas d'observer le futur. On parle, nous, d'anticipation et de planification, mais par contre, on imagine bien que l'analyse de séries temporelles viendra à permettre de qualifier, de déterminer des variables et de qualifier des paramètres de ces modèles servant à l'établissement de scénarios des évolutions des usages.